café, va ir também café. Pas hectare, mais voilà, 20 pièces, 100, comme ça. Souvent ici, les gens pensent en fait que la caféiculture a débuté avec le gouverneur Feuillet. C'est une erreur parce que le café a été introduit très tôt, dès 1856, donc par les pères maristes à la Conception. Et la culture va rapidement se répandre, mais de manière quand même un petit peu modérée. On sait par exemple que dans les années 1870, les premiers colons bourbonnais qui se sont installés sur la côte est, à Ponériouin, hein, et puis dans la vallée d'Atihuaca, par exemple, cultivent du café. Du côté de ma mère, j'ai mes arrière-grands-parents, la famille Sauvageau, qui ont eu une propriété sur Vaud. Donc, en fait, c'est une culture, si vous voulez, qui se propage lentement, à titre un petit peu expérimental, chez les Européens, mais aussi, en fait, chez les Kanaks, parce que, en fait, les Kanaks, très tôt, ils se sont mis aussi à pratiquer ce café. Mon papa, moi, il a planté, pas beaucoup, il a planté. Papa, moi, il a 100, il a mais les 100 pour les vieux grands-pères, tu es comme les cafés, non comme ça. Avant 1890, la Calédonie s'autosatisfait, c'est-à-dire elle arrive à couvrir sa consommation. Et sa consommation à l'époque, il ne faut pas l'oublier, c'est bien sûr en gros les Européens qui vivent dans la colonie, mais il y a l'administration pénitentiaire qui achète aussi du café, hein, puisqu'on fournissait le matin un café de qualité assez médiocre d'ailleurs, hein, mais quand même on donnait du café donc, aux transportés. Ma mère, elle nous a élevés en faisant du café, c'est-à-dire qu'elle avait la production de café servait à payer la propriété, et pour subvenir aux besoins de la maison, elle faisait du laitage, un peu de produits de jardin qu'elle pouvait vendre, mais à l'époque, ce n'était pas le commerce qu'il y a maintenant. On va passer à une étape justement industrielle, en fait, enfin, disons de culture plus importante, plus intensive, à partir des années 1890. Alors pourquoi cela? Eh bien, parce que dans ces années-là, on décide aussi parallèlement de mettre fin à l'expérience de la Nouvelle-Calédonie comme uniquement une terre de colonisation pénale. C'est-à-dire qu'on offrait en fait aux transportés qui avaient achevé leur peine ou dans le comportement paraissaient donc relativement exemplaires. On leur offrait la possibilité donc de devenir concessionnaires. Hein. Et là, d'ailleurs, sur ces concessions, ces bagnards, enfin ces anciens bagnards, eux aussi, hein, semble-t-il, se sont mis assez tôt donc à la culture du café. Mon grand-père il était arrivé comme engagé depuis ma naissance dans les cafés, hein, jusqu'à l'âge de 20 ans. Ici, c'est la vallée d'Ina. Dans toute la vallée, là, ici, ce qui est déjà vanné partout. Chacun une petite parcelle. Et... Ici, à Vaud, c'était l'arabica. Le robusta, on le voyait beaucoup plus sur la côte est, quoi, hein. Le café qui allait beaucoup plus avec des régions humides, quoi, hein. La vallée du Mindier, plus de 100 tonnes. Hein. À l'époque, plus de 100 tonnes. Hein. Mais non, le jour on a monté là-bas, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, toute la forêt. Sans... Parce que même à l'époque, ici, on exporte des cafés. Hein. Tandis que maintenant, c'est le contraire. Ça nous a permis de grandir, mais sans avoir des excès sur ceci ou sur cela. Ça nous paraît, c'est bien simple, notre mère, quand on allait à l'école, elle nous disait « apprenez à l'école, essayez d'avoir une place dans l'administration, parce que vous êtes sûr d'avoir à la fin du mois un salaire. » Enfin, à l'époque, on était pauvres. Hein. À l'époque, on vivait avec quoi 15 à 20 000 francs par an. Ah non, oui, il était à mes cafés, faisant arrêter comme ça. On toit cavaya, on toit tout, et puis il n'y a pas de monnaie. La seule culture qui a tenu dans le temps,
même si elle n'a jamais apporté la fortune à ceux qui la faisaient, hein, c'est le café. Hein, vraiment, en gros, des années 1890 jusqu'aux années 50. Hein, donc la Nouvelle-Calédonie comporte énormément de caféeries. C'est pour ça que c'est resté très présent dans comment dire, la mémoire des anciens. Bonsoir à tous. Depuis bien longtemps, le café fait partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses traditions. Mais c'est à partir de 1890 qu'il va vraiment se développer. À cette époque, le ministère des colonies décide de faire venir des colons libres. Il faut dire que la conjoncture semble favorable. Le Brésil, grand producteur mondial de café, connaît des difficultés liées à la fois à l'abolition de l'esclavage qui lui a fait perdre une main-d'œuvre gratuite et à des problèmes climatiques qui vont détruire les plantations. Du coup, les cours du café explosent. Une aubaine pour la Nouvelle-Calédonie qui cherche à lancer une activité agricole spéculative. L'histoire du café dans notre pays, c'est ce que je vais vous raconter tout de suite dans Sur les traces du passé. Dans les années 1890, on se dit qu'à ce moment-là, justement, on a enfin trouvé la culture spéculative qui va permettre de soutenir un projet important donc, hein, de colonisation libre en Nouvelle-Calédonie pour réaliser ce qui était un peu le mythe de l'époque, la France australe, c'est-à-dire la reproduction, hein, en fait, en Nouvelle-Calédonie, de la société française de l'époque, qui est une société encore assez rurale, en fait, au XIXe siècle. Donc, on va faire venir des colons pour planter ce café. Alors, on va faire des essais sur la côte ouest, à Koné, à Vaud, notamment. En 1892, on fonde le centre de Vaud, le centre agricole de Vaud. C'est la raison pour laquelle se trouve l'écomusée du café, puisque Vaud a toujours eu une importante vocation donc de culture du café. Vaud a été le plus gros producteur en arabica. Hein. Il ne faut pas confondre parce que vous avez sur la côte est surtout le robusta, mais la côte ouest c'était l'arabica à cause qu'il y avait beaucoup moins d'eau. Hein. Mais Vaud était un des centres qui produisait le plus. On prend qu'un village là. On ne voit pas la maison avec le café. Les caféeries de Vaud se trouvaient tout là où il y a l'ensemble du village, parce que je ne sais pas si c'était pas quelque chose comme 150 tonnes que Vaud produisait à l'époque. Chacun avait ses revenus là, un faisait 2 tonnes, l'autre 3 tonnes, il y en a qui faisaient plus, ceux qui avaient des propriétés bien plus grandes, par exemple, faisaient davantage. Quoi, hein. C'était surtout les femmes indigènes qui faisaient le ramassage. Ma mère, elle avait des personnes qui étaient attitrées sur Unju, par exemple. Alors il suffisait de prendre des contacts avec le chef de Unju au moment où la récolte allait démarrer, quoi, pour avoir les cueilleurs que l'on avait eus. Alors suivant la récolte, parce qu'il y a une année sur 2 ou une année sur 3 où la récolte est plus forte, quoi, on essayait d'avoir des ramasseurs. Parce que le ramasseur à l'époque, 5-6 touques, c'était la moyenne, quoi. Hein. Oh, une journée, une moyenne, moi j'ai fait 15 à 20 touques. Hein. Je me rappelle, par exemple, il y avait une femme indigène qui, elle, arrivait à faire 10 touques. Quand les hommes en faisaient peut-être que 6, elle faisait 10 touques à peu près tous les 2 jours. C'est pas nous. Mais il y a un mois, on me couchait 2 francs 50. Oui, 2 francs 50. À partir de 1894, arrive
un gouverneur qui s'appelle le gouverneur Feuillet, qui va vouloir donner une impulsion encore plus importante finalement à ce mouvement de recrutement de colons pour venir planter du café en Nouvelle-Calédonie. Donc on développe vraiment une propagande en gros qui consiste à dire « venez planter du café en Nouvelle-Calédonie, vous deviendrez riches hein ». Et à la suite de ça, on attend, c'est ce que dit le gouverneur Feuillet, 200 000 colons. Et il dit justement que pour installer ces 200 000 colons, il va falloir libérer au moins 150 000 hectares de terre pour pouvoir planter du café. Or, en termes de terres disponibles, notamment pour la caféiculture, les potentialités ne sont pas très grandes, parce que le café ne pousse pas dans n'importe quelle condition. Donc, l'administration va à ce moment-là jeter son dévolu sur donc les terres des basses vallées de la côte Est, qui possèdent justement les sols qui sont favorables donc, aux plantations d'arabica. Le problème, c'est que ces terres, ce sont les lieux où la population kanak est la plus nombreuse, parce que c'est aussi celles qui correspondent le mieux à l'horticulture kanak traditionnelle. C'est la raison pour laquelle, entre 1897 et 1903, est réalisé ce qu'on appelle le grand cantonnement, à l'issue duquel il n'y aura plus aucune terre kanak en Nouvelle-Calédonie qui n'aura pas été délimitée dans le cadre de ce qu'on va appeler les réserves. Les propriétés, c'était des terrains à peu près de 5 hectares. Bon, alors il devait avoir peut-être 3 hectares, entre 3 et 4 hectares de café, peut-être qu'il y en avait plus, mais en général, les personnes gardaient toujours une certaine surface pour faire leurs produits vivriers, quoi. Finalement, il va y avoir une véritable progression le long de la côte Est, puisque en 1895, on installe les gens d'abord dans la vallée de Saramea, puis dans celle de Canala. Et puis ensuite, à partir de 1896-1897, c'est Ponéréouin, 1898, c'est Pointe-Limier, 1899, c'est Yinguel. Et puis après, à partir de 1901, on commence à s'intéresser à Poibou. Donc il y a toute une dynamique d'installation de ces colons, pour lesquels on a donc découpé de manière transversale, le long donc, des rivières de la côte Est, des concessions qui sont en moyenne, au début, qui sont assez petites, de 5 hectares, puis on va les agrandir jusqu'à une quinzaine d'hectares. Ces colons sont incités à organiser ces concessions en installant les caféeries à la limite des terres inondables, parce qu'on sait bien qu'en Nouvelle-Calédonie, au moment des grands cyclones, etc., ce qu'on appelle le lit majeur des rivières est inondé. Et les caféeries qu'on réalise à ce moment-là sont des caféeries, disons, particulières. Enfin, la technique de culture est assez particulière, parce que ce sont des caféeries sous ombrage. C'est-à-dire que l'on plante en fait, les caféiers sous, dans un premier temps, des bois noirs, et auxquels on va substituer progressivement ce qu'on appelle ici des érythrines, ou des érythriniers en fait, parce que les érythriniers, ils ont une grande qualité, c'est qu'ils perdent leurs feuilles donc pendant la saison fraîche, et par contre, ils offrent un bel ombrage pendant donc la saison chaude, puisque les espèces de caféiers que l'on cultive à ce moment-là, les arabicas notamment de type le roi, sont des arbrisseaux qui ne supportent pas une chaleur trop excessive en été. Donc il leur faut justement cette lumière tamisée. L'époque, ça a toujours été du café sous ombrage. Le café sans ombrage, ça a été là, après-guerre. Et... Bois noir. Bois noir ou mangue. Finalement, il se rend 1500 colons, soit environ 700 familles, à se lancer dans cette aventure du café, avec l'espoir de devenir riches un jour. En attendant des jours meilleurs, il est demandé à ces volontaires de venir avec un capital de 5000 francs or, une somme destinée à leur permettre de subvenir à leurs besoins le temps que les caféiers arrivent à maturité. Mais dès leur arrivée sur notre territoire, les difficultés commencent. Ça a été très dur.
ça a été extrêmement difficile, hein, parce que souvent, bon, ils arrivaient à Nouméa, ils étaient bien reçus par le gouverneur lui-même. Hein. Ensuite, on leur disait, ben voilà, le centre de colonisation qu'on vient d'ouvrir, c'est par exemple ou Poney-Réouin ou dans la région de Poigny-Mier, donc on leur faisait prendre le tour de côte. Hein. Là, quand ils arrivaient, une petite baleinière, qui était la baleinière en général de l'administrateur du coin, hein, venait les chercher. Donc, ils débarquaient avec leurs affaires. Ils remontaient les rivières de la côte est et on les déposait en général avec leurs affaires donc sur la rive de la concession qu'ils allaient occuper. Et là, en général, alors que souvent, parce qu'on leur avait distribué des guides de l'émigrant, où on leur disait que donc une construction, même légère, donc les attendait, ben, la construction légère n'était même pas là, hein, donc en plus il pleut souvent sur la côte est. Et puis ce qu'ils voient devant eux, c'est ce qui leur apparaît à l'échelle de la France, bien sûr, comme une véritable forêt vierge, quoi. Hein. Donc voilà, après il faut s'attaquer, si vous voulez, à défricher, hein, et c'est un énorme travail, il y a tout à faire. Quand ils sont arrivés, ils avaient un campement qui était là au village de Vaumême, mais ils leur avaient fait des maisons, je ne sais pas, je crois que c'était en Pognaouli, c'était pas. Puis chacun a refait des maisons sur sa propriété, après avec les moyens du bord, quoi. Hein, c'est pas. Ceux qui avaient un peu les moyens faisaient des maisons assez solides, les autres faisaient des maisons en torchis. Certains ont l'expérience de l'agriculture, d'autres pas du tout, quoi. Hein. Et réaliser une caféterie sous ombrage, c'est long. Ça prend au moins 5 ans. Et il faut beaucoup de temps avant, justement, qu'au fond, qu'ils aménagent finalement, hein, donc leurs concessions, qu'ils apprennent à chasser. Par exemple, chasser en France, c'était réservé aux élites, hein, donc ce sont des gens en général de milieu modeste. Hein. Ils apprennent à pêcher dans la rivière. Bon, il y a des ressources dans la rivière. Ils se mettent à manger du taro, de l'igname, du manioc. Hein. Bon, ils apprennent aussi à cohabiter avec les tribus Kanak. Hein. Mais c'est un apprentissage qui est très complexe, très difficile et qui vraiment déçoit et atterre un certain nombre d'entre eux. Hein. Le café, c'est un peu de travail, c'est long parce qu'il ne faut pas laisser les beaux gens sortir trop haut. Hein. Après, tous les soirs, il faut bien ramasser. Surtout le café qui commence à sécher là. Là, il faut tous les jours, bon soleil, sinon ça moisit. Après, le café, c'est pas bon. Quand on met par terre comme ça, il faut tous les jours tourner, sinon ça germe. Hein. Même les dimanches, ça ne peut pas sortir parce que bon, si on étale les cafés, parce que s'il pleut, t'es obligé de rester toujours à côté. Je vois par exemple le bâtiment où on était, tant que l'année était normale, ça allait. Mais si au moment où tout le café était ramassé, vous aviez une inondation par exemple qui vous noyait tout le café qui avait été séché, hein, vous perdez tout, quoi. Alors, on ne peut pas dire que c'était des sources de revenus sur lesquelles on pouvait s'appuyer franchement, quoi. Hein, c'est pas... Les plus longs, il faut sécher aussi. Hein. Ah, mais il y a du travail, le café. Après, il faut mettre dans le sac, il faut bien damer. En général, les cueilleurs de café, là, ils prenaient le matin, je ne sais pas quelle heure ils prenaient, ils devaient prendre là. Comme en ce moment, par exemple, ça ferait peut-être 6h30, peut-être 6h pour certains. Mais alors, en fin de matinée, ils entamaient des champs là jusqu'à temps qu'ils arrêtent. Pour le vieux, avant, on sentait ta terrasse. Écoute là-bas, là, partout. On dit il y a un mariage là, mais c'est santé. Même si on est tout près, c'est le santé. On ne voit pas parce que dans les cafés, vous ne connaissez pas où ça, ils ont la maison. Encore, hein, c'est bon, pas mauvais. À l'époque, c'est combien 8 000 francs. Ben, ça fait 8 000 francs, c'est régulier tous les mois. Mais ça fait beaucoup quand même. Hein.
À l'époque, 8000, ça fait beaucoup. Dans la mémoire des gens, la récolte du café, c'est resté comme un moment de grande convivialité, d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que c'est un moment où tous se retrouvaient. Et c'était un moment de grande animation, en fait, hein, dans les caféeries. Donc c'est vrai que les gens, au demeurant, on garde le souvenir, finalement, d'un temps fort, en fait, hein, de la vie en brousse. La récolte, en gros, il faut être 3 mois par an. Bon, entre-temps, nous, on fait les cultures, des ouvriers, hein, sinon on ne s'en sortait pas. Hein. Alors, quelquefois, quand on a besoin de sous, on a pilé le café, on partit au magasin, sur le dos, hein, un petit sac. On quitte ici vers 4 h du matin, pour arriver au village vers 7 h, pour vendre. Ça va quand même être une expérience, somme toute, assez difficile, hein, parce que entre les intempéries, les aléas divers et variés, beaucoup de colons vont donc être déçus, beaucoup vont venir, puis ensuite vont vendre leurs terres et partir. Hein. D'autre part, ceux qui vont rester vont donc rapidement réaliser, si vous voulez, que cultiver ces caféeries, c'est une culture tellement contraignante qu'il faut recourir justement, enfin qu'ils vont solliciter, si vous voulez, de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, donc, l'on va faire venir dans un premier temps expressément pour donc l'agriculture, ce sont donc les Indonésiens, les Javanais. Pour les colons caféiers de l'époque, les Javanais constituent la main-d'œuvre idéale. Agriculteurs, spécialistes de la riziculture, une culture qui exige de la minutie, ils sont en plus réputés pour être dociles et obéissants. Dès 1896, on va donc leur proposer des contrats d'engagés d'une durée de 5 ans renouvelables. Cette main-d'œuvre, elle était importée par la maison Valland, c'est-à-dire c'est la maison Valland qui allait donc avec un bateau, notamment qui s'appelait le Saint-Louis au début, qui allait donc en Indonésie, où là des recruteurs, des rabatteurs, même je crois que ce serait le terme plus correct, donc avaient attiré cette main-d'œuvre. Mais ensuite, à l'arrivée, les gens devaient racheter d'une certaine façon, si vous voulez, cette main-d'œuvre donc à la maison Valland. Il y a même eu une période, enfin, ça se fait comme ça, il y a une autre période d'ailleurs où ils devaient avancer l'argent. Ils devaient avancer l'argent, si vous voulez, à la maison Valland pour qu'elle-même puisse procéder donc à ces recrutements. Voilà, mon grand-père, il était arrivé comme engagé. Engagé, oui et non, engagé, il était vendu par quoi, anglais, c'est pas quoi avant. C'est ça, hein, ils l'ont envoyé ici. Ces gens-là venaient parce que bon, la situation quand même en Indonésie était tout à fait dramatique. On leur faisait miroiter que là aussi, ils allaient donc être bien payés, bien rétribués, etc. Et c'est vrai que pour eux, la déception était terrible, parce que voilà, ils découvraient un pays dont ils ne connaissaient pas la langue, les mœurs, les comportements. Donc c'était extrêmement difficile. Ils se retrouvaient en général complètement isolés en brousse, à la merci complète d'un propriétaire. Alors là, leur sort va être très variable, suivant qu'ils tombent sur de bons patrons ou suivant qu'ils tombent, hélas, sur des gens peu respectueux de leurs droits, de leurs gages, etc. Et si d'ailleurs ils veulent fuir quand ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, ils peuvent être arrêtés, mis en prison, et la durée de leur fuite s'ajoute donc à celle de la durée de leur contrat. Donc en fait, c'est une véritable semi-servitude en fait finalement qui est imposée donc à ces gens. Voilà, l'engagé là vraiment c'est dur, hein. L'engagé voilà qui donne c'est quoi une bol de riz quoi, puis viande salée. Parce qu'à l'époque ils n'ont pas de frigidaire rien, puis ils donnent des viandes salées. Mais les soirs à 5 h, il faut être à la maison. Mais à l'époque, ils ne peuvent pas promener comme ça n'importe quel jour, parce que sinon le gendarme, il te ramasse. Même nous, à l'époque, quand on va à Nouméa,
Bon, pas longtemps, mais après c'était libre. Hein. Quand on va à Nouméa, il faut prendre la gendarmerie avec les passeports. Et jusqu'en 1903, les Indonésiens ne sont pas autorisés à travailler dans les mines. Enfin, on ne peut pas les recruter dans les mines. On ne peut les utiliser que pour l'agriculture. On ramasse le café. Dans toute la vallée, là, ici, ce qui est déjà vanné partout. On ramasse le café à l'époque, il n'y a pas de séchoir, par terre. Quand il pleut, il est carrément rentré dans la boue, le café. Ou plus un couple massin, on ramasse, met dans le sac, on met dans le véranda. Après, on a trouvé des grandes bâches. On met ici à la bâche pour mettre dehors. Ça va aller, il y a le café. Ils sont juste pour ramasser pour boire. On va donner les autres à planter. Ça, c'est déjà planté par les Aubry. Hein. C'est les Aubry qui ont planté l'arabica. On est arrivé ici, déjà, les cafés, c'est... Oui, c'est grand déjà. En ce qui concerne donc les producteurs de café, hein, donc certains avaient les moyens justement de pouvoir recruter de la main-d'œuvre indonésienne, hein, mais il faut aussi rappeler que certains n'avaient pas les moyens hein, de recruter cette main-d'œuvre indonésienne, hein, donc ils devaient tout faire par eux-mêmes. Hein. Et c'était notamment le cas d'un certain nombre de métis, parce qu'en fait, très tôt sur la côte est, donc beaucoup de ces colons feuillés qu'on avait fait venir, ils sont venus sans femme et donc ils se sont mariés donc avec des Mélanésiennes sur place. Hein, et ce sont souvent aussi des gens qui avaient des revenus modestes. Hein, et eux, par exemple, n'employaient pas de main-d'œuvre indonésienne. Ma mère, elle, pour nous élever, elle se levait à 3 h du matin. Et à 9 h du soir, il n'est pas encore couché. À l'époque du café, quoi. Hein. Parce que le café, c'est pas tout de le ramasser. Ils font après le dépulper, le sécher. Alors, quand vous tombez avec des années pluvieuses, par exemple, vous ne savez pas trop comment tourner votre café pour arriver à l'amener à être livré au commerce, quoi. Hein. Parce que les commerces comme Nouméa, par exemple, il y avait à l'époque Ballande, Barreau, Avray, et peut-être d'autres maisons. C'était le café qui était prêt à être envoyé en métropole, quoi. À partir de 1910, il va y avoir une maladie cryptogamique qui s'appelle l'Emelia vestatrix, hein, qui va s'attaquer aux plantations d'arabica et qui va faire que sur la côte est, on va être obligé donc de détruire complètement les plantations d'arabica hein, et de les remplacer par un autre type de caféier qu'on appelle le caféier robusta, qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus robuste. Hein. L'arabica, bon, c'est trop dur à ramasser, puis c'est le café qui est fragile. Hein, tu vois. Après, nous, on a planté le robusta, là. L'arabica, c'est un café de bonne qualité. Le robusta, et en général, il se boit en mélange avec l'arabica. Face à tous ces problèmes, la plupart des colons feuillés vont jeter l'éponge, abandonner leur plantation et quitter le pays. En 1912, soit seulement quelques années après les débuts de la culture du café, il ne reste plus que 300 familles en Nouvelle-Calédonie. Ils repartaient donc soit en France, un certain nombre sont partis en Australie, d'autres sont allés aux Nouvelles-Hébrides, parce que c'est la période de la colonisation des Nouvelles-Hébrides, ils sont allés monter des plantations de Nouvelles-Hébrides. D'autres se sont reconvertis même assez vite, ils sont venus travailler à Nouméa, ou alors dans les mines justement, parce que malgré tout, il y avait quand même, il n'y avait pas autant de travail qu'il y en aura après la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait quand même du travail dans les mines. Il y a certaines familles ou des fois des individus qui sont morts aussi assez rapidement, et notamment de dysenterie. Parce que voilà, c'est une époque en brousse où il n'y a pas les forages, le traitement des eaux, etc. Hein. Et donc ils boivent en fait l'eau de la rivière qui passe en bas de chez eux. Mais ces rivières, notamment au moment des grandes inondations, sont souillées. Hein. Et en plus, ce sont des gens qui ne sont pas immunisés justement contre donc les différents types de bactéries qui pouvaient polluer ces eaux. Hein. Et on a des exemples comme ça hein,
de colons, si vous voulez, qui meurent, alors voilà, soit de maladie ou des fois d'accidents, par exemple, hein, justement en voulant traverser des rivières pendant les inondations, parce qu'au début, ils ne connaissent pas du tout le milieu calédonien, hein, donc ils ne se rendent pas toujours compte hein, des menaces que celui-ci comporte. Mais beaucoup de ceux qui sont restés ont épuisé leur capital, hein, et donc, je répète, avec des revenus qui restaient assez médiocres. Donc, la déception a été immense. Voilà, ce premier épisode de Sur les traces du passé consacré à l'histoire du café dans notre pays est maintenant terminé. Dans une prochaine émission, vous découvrirez pourquoi le rêve de richesse des colons feuillés n'a jamais pu se réaliser. Merci de nous avoir suivis et bonsoir à tous.